Aucun pasteur, aucun prophète, aucun prédicateur, même avec son studio luxueux et sa chemise impeccable, n'a osé dire comme je vais le dire. Les États-Unis vont tomber. Ils ne faibliront pas. Ils ne connaîtront pas d'épreuves. Ils tomberont. Et quand ils tomberont, le monde entier le ressentira. Vous aussi. Où que vous soyez. J'étais persuadé que les États-Unis étaient inébranlables, que rien ne pouvait les vaincre. Mais ce que j'ai vu a tout changé. Le Christ m'a révélé 6 événements précis, avec des dates, des noms de villes et des détails que je ne pouvais pas connaître, qui se produiront tous avant la fin du mois de mars 2026. Il ne s'agit pas d'une vague prophétie de la fin des temps qui pourrait se réaliser n'importe quel jour, n'importe quand. Ce sont des dates que vous pouvez vérifier dès maintenant sur le calendrier de votre téléphone. Et la première, c'est le 25 mars. Il reste des jours, non, des semaines, pas des mois, des jours. Mais avant de poursuivre, je dois vous dire quelque chose qui risque d'en irriter plus d'un. Cela irritera les chrétiens bien pensants qui pensent que la foi est réservée au dimanche matin et n'a rien à voir avec les décisions concernant notre lieu de vie, nos biens et nos projets. Cela irritera les sceptiques qui pensent que quiconque évoque Jésus dans un contexte d'urgence est soit fou, soit intéressé par l'argent. Et cela irritera surtout ceux qui se situent entre les deux. Ceux qui croient, mais pas suffisamment pour agir. Ceux qui entendent les avertissements disent « Amen » et reprennent leurs habitudes. Car ce que j'ai vu de l'autre côté ne laisse aucune place à ce compromis. Il n'y a pas de position confortable face à ce qui nous attend. Il n'y a que la décision que vous prenez maintenant, tant que vous le pouvez encore. Je suis mort. Non, j'ai failli mourir. Je n'ai pas perdu connaissance. Je suis mort. 14 minutes. Et ce que Jésus m'a montré de l'autre côté va faire passer beaucoup de gens pour des fous, faire rire mes collègues, et changer le regard que ma famille te portera sur moi lors du dîner du dimanche. Je le sais, j'aurais fait pareil. Si c'était quelqu'un d'autre qui disait ça, j'aurais arrêté la vidéo au bout de 30 secondes. Alors, je comprends si vous voulez arrêter maintenant. Mais si vous restez, je vais vous raconter ce que j'ai vu avec une précision qui ne vient pas de mon imagination. Cela vient d'un endroit innommable, sans nom dans aucune langue que je connais. Et quand la première chose que je vais décrire se produira exactement comme je vais la décrire, vous vous souviendrez de cette vidéo et vous regretterez de ne pas l'avoir vue dès le début. Avant toute chose, faites-moi une faveur. Dites-moi dans les commentaires d'où vous lisez ceci. Ville, État, pays. Parce que ce que je vais partager ici est intimement lié à l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Dans certaines régions, il y a plus de temps. D'autres n'en ont presque pas. Et j'ai besoin de savoir qui se trouve dans une zone à haut risque afin de pouvoir prier spécifiquement pour vous. Je m'appelle Raphaël Mendes, j'ai 36 ans. Jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais sergent logisticien sur une base militaire du sud de la Californie. Je me suis engagé dans l'armée à 18 ans, faute de mieux, et j'y suis resté car j'ai appris à apprécier l'ordre, le protocole et l'importance de comprendre précisément le rôle de chaque élément au sein d'un système plus vaste. Je suis du genre à garder mon calme, à analyser la situation, à réfléchir avant de parler. Je ne suis pas du genre à pleurer à l'église ou à lever les mains pendant les chants religieux. Je crois en Dieu comme un homme pragmatique, conscient de l'existence d'une force supérieure, sans pour autant laisser cette force interférer avec mon travail. J'ai été élevé ainsi. J'ai vécu ainsi. Je pensais mourir ainsi. Je n'aurais jamais imaginé mourir à 36 ans, un lundi matin dans un entrepôt, sans prévenir. Et pourtant, c'est arrivé. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé toutes mes certitudes. La matinée avait pourtant commencé normalement. Inventaire, entrepôt 7. Le cariste a raté son virage. 3 palettes de matériel se sont abattues sur moi avant même que je puisse reculer. La douleur a duré 2 secondes. 2 secondes indescriptibles, car les mots manquent. Après ces 2 secondes, le silence. Pas le silence d'une pièce vide, le silence de l'arrêt total. Le silence où le monde que l'on connaissait cesse tout simplement d'exister autour de soi. Je savais que j'étais mort. Ce n'était pas une pensée. C'était une certitude, celle qui n'a besoin de confirmation de personne. Les médecins m'ont dit plus tard que mon cœur s'était arrêté pendant 14 minutes. 14 minutes durant lesquelles, aux yeux de tous ceux qui m'entouraient, je n'existais plus. Mais j'existais, dans un autre lieu. Et cet autre lieu a tout changé. J'étais dans un endroit indescriptible, car aucun mot ne saurait le saisir. Le sol était ferme, mais il brillait, pas comme une lampe, comme s'il était fait d'une matière qui n'existe pas ici-bas. J'ai regardé mes mains. C'était mes mains. La même tache d'huile sur ma manche, celle que j'avais laissée plus tôt en vérifiant un générateur. Tout était identique. Tout était moi, mais plus net que tout ce que j'avais jamais vu. Comme lorsqu'on nettoie ou une vitre restée sale pendant des années et qu'on découvre, de l'autre côté, un paysage entier qu'on n'avait jamais vraiment vu auparavant. Je savais,
sans que personne ne me le dise, que mon corps gisait sur le sol de cette cabane là-bas, que quelqu'un appelait les secours, que mes collègues hurlaient. Mais ce qui se trouvait devant moi était plus réel que tout cela réuni, plus réel que tout ce que j'avais touché, senti ou ressenti en 36 ans d'existence. Il marchait vers moi. Je ne tenterai pas de décrire ce qu'il était, je ne peux pas. Personne ne le peut. C'est comme essayer de regarder le soleil droit dans les yeux et d'expliquer ce qu'on a vu. C'est indescriptible. On sait juste que c'était trop grand pour nos yeux. Ce que je peux dire, c'est ceci. Quand il m'a regardé, je me suis senti compris. Non pas jugé, compris. Comme on se sent quand quelqu'un sait absolument tout de vous, tout ce que vous avez fait, chacune de vos pensées, chaque bouchée, chaque erreur que vous avez commise en toute conscience, et comprend tout cela sans en avoir peur. Et pourtant, il s'approche de vous. Raphaël, dit-il. Et mon nom, dans sa voix, semblait avoir toujours été sa parole, comme si ma mère, en me donnant ce nom, l'avait entendu sans le savoir. Tu reviendras, dit-il, et tu raconteras ce que je te montrerai, non pas pour devenir célèbre, non pas pour rassembler des disciples, pour donner à ceux qui ont encore le temps les informations nécessaires pour faire les choix qu'ils peuvent encore faire. La fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Le monde autour de nous a changé sans que nous ayons bougé. Soudain, je me suis retrouvé suspendu très haut, regardant en bas, et ce que j'ai vu, c'était la planète entière, les continents, les océans, le plan des villes vu d'en haut, et les zones d'ombre, des zones qui semblaient effacées, comme si des morceaux du monde avaient été estompés. J'ai compris, avant même qu'il ne me montre quoi que ce soit, que ces zones d'ombre annonçaient ce qui allait arriver. Tout cela avant le 30 mars 2026. 6 événements, l'un après l'autre, sans interruption, et au milieu de tout cela, une guerre, les États-Unis et l'Iran. Je ne connaissais pas encore cette partie, mais je la connaîtrai bientôt. Ce qui commence en Amérique, dit-il, le monde entier le ressentira. J'ai besoin que tu avertisses ceux qui ont encore le temps d'écouter. Dites-moi dans les commentaires d'où vous lisez ceci, car selon l'endroit où vous vous trouvez, le temps dont vous disposez est différent. Et je veux prier pour vous, pour votre ville, pour l'endroit où votre famille dort ce soir. La première ville apparut sous mes pieds, et mon estomac se noua. Je la connaissais. Je l'avais traversée pendant mon entraînement. J'avais emprunté ses routes. Los Angeles s'étendait des montagnes jusqu'à l'océan Pacifique comme une entité vivante et immense, vibrante de millions de vies qui ignoraient tout du danger qui les attendait. Jésus ne m'avait pas prévenu. Il n'avait pas dit « Maintenant, je vais te montrer quelque chose de difficile ». Il me l'avait simplement montré. Et la première chose que j'ai ressentie n'était pas la peur. C'était ce sentiment qui vous envahit quand vous comprenez que quelque chose que vous avez toujours cru impossible est en réalité inévitable. Comme lorsqu'on aperçoit une fissure au plafond et qu'on comprend, sans avoir besoin d'un ingénieur, que la maison va s'effondrer. La fissure était là depuis longtemps. Tout le monde passait dessous chaque jour. Tout le monde avait choisi de l'ignorer. « Regarde bien, dit-il. » Et la vision s'accéléra comme si quelqu'un avait accéléré la réalité. Je vis le système de failles de San Andreas se mettre à bouger d'une façon qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais appris en cours de géologie. Ce n'était pas progressif, ce n'était pas le genre de mouvement lent que les scientifiques observent soudain, comme lorsqu'on plie une branche lentement, très lentement, et qu'elle casse brusquement. Le son que j'entendis, même dans cet endroit où le son se comporte différemment, était de ceux qui vous pénètrent jusqu'aux os. L'autoroute 405 se plia en deux comme une feuille de papier. Des bâtiments qui avaient résisté à des secousses pendant des décennies s'effondrèrent en quelques secondes, et ce n'était pas un seul tremblement de terre. Il y en eut 3. Le 23 avril, le 25 avril, le 27 avril, chacun plus fort que le précédent. Comme si la terre reprenait son souffle entre les secousses. Ce qui suivit les secousses fut pire que les secousses elles-mêmes. J'ai vu du feu. Non, un seul feu. Plusieurs. En même temps. Dans différents quartiers, se propageant ensemble jusqu'à ne faire plus qu'un. J'ai vu les aqueducs se rompre, l'eau qui alimentait des millions de personnes cesser de couler. J'ai vu des hôpitaux fonctionner grâce à des générateurs jusqu'à ce que ces derniers rendent l'âme. J'ai vu l'autoroute embouteillée, les voitures immobilisées, parce que tout le monde avait eu la même idée au même moment et qu'il n'y avait plus de place pour circuler. Dans une semaine, dit-il d'un calme qui faisait mal à entendre, Los Angeles ressemblera à une zone de guerre. Non pas à cause d'une attaque ennemie, parce que les infrastructures sur lesquelles elle repose n'ont pas été conçues pour résister à une telle catastrophe. Et j'ai pensé aux millions de personnes qui dormaient là, à ce moment-là, sans se douter de rien. J'ai pensé aux enfants, aux personnes âgées, à ceux qui n'ont pas de voiture,
à ceux qui n'ont nulle part où aller. Mais, Seigneur, dis-je, et ma voix résonna faiblement dans cet immense lieu, des millions de personnes vivent ici. Comment peuvent-elles toutes partir en même temps? Où iront-elles? La plupart ne partiront pas, dit-il. Et la tristesse dans sa voix était palpable. C'était la tristesse d'un père qui avait prévenu en vain. Ils se persuaderont que ce n'est pas si grave. Ils feront confiance aux services d'urgence qui seront débordés dès la première heure. Ils attendront l'arrivée du gouvernement. Le gouvernement n'arrivera pas à temps. Et lorsqu'ils comprendront l'ampleur de la situation, les routes seront déjà détruites et le feu aura déjà fait des ravages. C'est pourquoi je vous montre maintenant, tant qu'il est encore temps de partir, tant que le choix existe encore. Après la première secousse, il sera trop tard pour la plupart. Et je restais là, impuissant, à regarder cette ville que je connaissais s'effondrer sous mes yeux, incapable de faire autre chose que d'en graver chaque détail dans ma mémoire. Le paysage changea. New York apparut en contrebas, et je reconnus immédiatement sa silhouette. Je n'y étais jamais allé de mes propres yeux, mais il y a une silhouette que tout le monde connaît. Mais ce que je voyais n'était pas le New York des cartes postales. C'était New York vu d'en haut, avec ces taches sombres que j'avais déjà aperçues un peu partout sur la planète. Et ces taches sombres étaient sur la côte, dans le port, partout, près de l'eau. Le 9 juin, dit-il. Et cette fois, ce n'était pas un tremblement de terre, c'était l'océan. Non, une tempête. Non, un ouragan. Le fond de l'Atlantique se déplaçait d'une manière qui poussait l'eau vers le haut et vers l'avant, avec une force indescriptible, ni en portugais, ni en anglais, ni dans aucune autre langue que je connaisse. L'eau n'est pas arrivée comme une vague de film, c'était une remontée d'eau, la mer est simplement montée. Assez lentement pour qu'on ait l'impression que cela allait s'arrêter, assez vite pour qu'il n'y ait pas le temps de s'échapper. J'ai vu Manhattan disparaître sous les eaux, étage après étage. J'ai vu le métro se transformer en piège pour ses occupants lorsque l'eau est montée. J'ai vu des ponts bloqués par des voitures à l'arrêt, tandis que le niveau de l'eau montait des deux côtés. 15 kilomètres à l'intérieur des terres par endroit, a-t-il dit. L'eau ne se retirera pas en quelques jours. Elle se retirera en quelques semaines, et ce qui restera submergé pendant des semaines ne sera plus jamais comme avant. La capitale financière du monde s'arrêtera. Et quand elle s'arrêtera, le monde entier le ressentira. Pas seulement les États-Unis, le monde entier. Car il existe des systèmes qui dépendent du fonctionnement de cette ville. Et quand elle s'arrête, ces systèmes s'arrêtent aussi. J'ai vu cela et j'ai pensé à l'enchaînement des choses. J'ai pensé à la façon dont chaque élément est lié à un autre. J'ai pensé à la façon dont nous construisons tout sur la base tacite que demain sera identique à aujourd'hui. Et j'ai pensé à toutes ces personnes qui, à ce moment-là, dormaient dans leurs appartements à Manhattan, sans savoir que l'océan calculait la date de son arrivée. Dites-moi dans les commentaires si vous habitez dans une ville côtière, n'importe laquelle, Atlantique, Pacifique, n'importe quelle mer, car ce qu'il m'a montré ne concernait pas seulement les États-Unis. Il s'agissait de ce qui arrive au monde lorsque les villes qui soutiennent l'économie mondiale cessent de fonctionner simultanément. La première ville apparut sous mes pieds, et mon estomac se noua. Je la connaissais. Je l'avais traversée pendant mon entraînement, j'avais emprunté ses routes. Los Angeles s'étendait des montagnes jusqu'à l'océan Pacifique, comme une entité vivante et immense, vibrante de millions de vies, qui ignorait tout du danger imminent. Jésus ne m'avait pas prévenu. Il n'avait pas dit « Maintenant, je vais te montrer quelque chose de difficile ». Il me l'avait simplement montré. Et la première chose que j'ai ressentie n'était pas la peur. C'était ce sentiment qui vous envahit quand vous comprenez que quelque chose que vous avez toujours cru impossible est en réalité inévitable. Comme lorsqu'on aperçoit une fissure au plafond et qu'on comprend, sans avoir besoin d'un ingénieur, que la maison va s'effondrer. La fissure était là depuis longtemps. Tout le monde passait dessous chaque jour. Tout le monde avait choisi de l'ignorer. « Regarde bien, dit-il. » Et ma vision s'accéléra, comme si quelqu'un avait appuyé sur avance rapide. Je vis le système de Filo de San Andreas se mettre en mouvement d'une façon totalement inédite, sans aucun rapport avec ce que j'avais appris en cours de géologie. Ce n'était pas progressif, ce n'était pas le genre de mouvement lent que les scientifiques observent pendant des décennies. C'était une rupture, violente, soudaine, comme lorsqu'on plie une branche très lentement, et qu'elle casse d'un coup. Le son que j'entendis, même dans cet endroit où le son est différent, était de ceux qui vous pénètrent jusqu'aux os. L'autoroute principale se plia en deux comme une feuille de papier. Des bâtiments qui avaient résisté à des secousses pendant des décennies s'effondrèrent en quelques secondes. Et ce n'était pas un seul tremblement de terre. Il y en eut 3. Le 25 mars, le 26 mars, le 27 mars. Chacun plus fort que le précédent. Comme si la terre reprenait son souffle entre chaque secousse. 3 jours. 3 secousses. Pas le temps de respirer. Ce qui suivit les secousses fut pire que les secousses elles-mêmes. J'ai vu des incendies. Non. Un seul incendie, plusieurs,
simultanément, dans différents quartiers, se propageant jusqu'à ne faire plus qu'un. J'ai vu les aqueducs se rompre, l'eau qui alimentait des millions de personnes cesser de couler. J'ai vu des hôpitaux fonctionner grâce à des générateurs jusqu'à ce que ces derniers rendent l'âme. J'ai vu l'autoroute embouteillée, les voitures immobilisées, parce que tout le monde avait eu la même idée au même moment et qu'il n'y avait plus de place pour circuler. Dans une semaine, dit-il d'un calme qui faisait mal à entendre, Los Angeles ressemblera à une zone de guerre. Non pas à cause d'une attaque ennemie, parce que les systèmes sur lesquels elle s'appuyait n'étaient pas conçus pour résister à une telle catastrophe. Des incendies sans eau pour les éteindre, des blessés sans hôpital pour les soigner, des familles sans route pour fuir. Chaque système dépendait des autres. Et quand l'un s'est effondré, tous se sont effondrés ensemble. Mais, Seigneur, dis-je, et ma voix résonna faiblement dans cet immense lieu. Des millions de personnes vivent ici. Comment peuvent-elles toutes partir en même temps? Où vont-elles aller? La plupart ne partiront pas, dit-il. Et la tristesse dans sa voix était palpable. C'était la tristesse d'un père qui avait prévenu en vain. Ils se persuaderont que ce n'est pas si grave. Ils feront confiance aux services d'urgence, qui seront débordés dès la première heure. Ils attendront l'arrivée du gouvernement. Le gouvernement n'arrivera pas à temps. Et lorsqu'ils comprendront l'ampleur de la situation, les routes seront déjà détruites. Et le feu aura déjà fait des ravages. C'est pourquoi je vous montre ces images maintenant. Tant qu'il est encore temps de partir, tant que le choix existe encore. Après la première secousse, le 25 mars, il sera trop tard pour la plupart. Et je restais là, impuissant, à regarder cette ville que je connaissais s'effondrer sous mes yeux, incapable de faire autre chose que d'engraver chaque détail dans ma mémoire. Le paysage changea. New York apparut en contrebas, et je reconnus immédiatement sa silhouette. Je n'y avais jamais mis les pieds, mais il y a une silhouette que tout le monde connaît. Sauf que ce que je voyais n'était pas le New York des cartes postales. C'était New York avec ses zones sombres sur la côte, dans le port, partout près de l'eau. Hey, ik ben Lise en ik hou van lopen. Of ik nu door het bos jog of me klaarmaak voor de wedstrijd, lopen geeft... De l'eau, le 30 mars, dit-il. Et cette fois, ce n'était pas un tremblement de terre, c'était l'océan. Non, une tempête. Non, un ouragan. Le fond de l'Atlantique se déplaçait d'une manière qui poussait l'eau vers le haut et vers l'avant, avec une force indescriptible dans toutes les langues que je connais. L'eau n'est pas arrivée comme une vague de cinéma. C'était une remontée d'eau. La mer montait, tout simplement. Assez lentement pour donner l'impression que cela allait s'arrêter. Assez vite pour ne pas avoir le temps de s'échapper. Et le 30 mars n'était pas une coïncidence. C'était le début de la fin d'une séquence dont je n'avais pas encore vu le dénouement. J'ai vu Manhattan disparaître sous les eaux, étage après étage. J'ai vu le métro se transformer en piège pour ses occupants lorsque l'eau est montée. J'ai vu des ponts bloqués par des voitures à l'arrêt, tandis que le niveau de l'eau montait des deux côtés. 15 kilomètres à l'intérieur des terres par endroits, a-t-il dit. L'eau ne se retirera pas en quelques jours. Elle se retirera en quelques semaines. Et ce qui restera submergé pendant des semaines ne sera plus jamais comme avant. La ville qui soutient l'économie mondiale s'arrêtera. Et quand elle s'arrêtera, le monde entier le ressentira. Pas seulement les États-Unis, le Brésil le ressentira, l'Europe le ressentira, l'Asie le ressentira, car il existe des systèmes qui dépendent du fonctionnement de cette ville. Et quand elle s'arrête, ces systèmes s'arrêtent aussi. J'ai vu cela et j'ai pensé à la chaîne. J'ai pensé à la façon dont chaque chose est liée à une autre. J'ai pensé à combien de personnes, à ce moment-là, dormaient dans des appartements à Manhattan, sans savoir que l'océan avait une date prévue pour arriver. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans une ville côtière, n'importe laquelle, Atlantique, Pacifique, n'importe quelle mer.